L'état de la sécurité logicielle, un aperçu régional vis-à-vis de l'Europe, avec Nabil Bousselham de Veracode. Bonjour Nabil. Bonjour. Nous sommes prêts? Oui, prêt. Eh bien, allons-y. Merci beaucoup. Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation. C'est bien? Ok, bon. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation. Alors, nous sommes comme visiteurs du Forum international de la cybersécurité et nous sommes tous d'accord sur l'importance que les logiciels jouent dans notre vie. Surtout dans les dernières 2 années, on a vu comment les logiciels ont pu, dans une grande partie, remplacer les interactions physiques qu'on a eues. Le logiciel a amélioré beaucoup la qualité de vie dans plusieurs perspectives, mais ce qu'on observe du point de vue cybersécurité, ce sont le trade-off qui sont faits de la part des organisations sur la partie sécurité. Alors, il faut en bénéficier des logiciels, mais il faut bien sûr aussi faire attention à la sécurité de ces logiciels pour ne pas avoir des situations où une vulnérabilité peut devenir et avoir un effet domino sur la sécurité des applications. Je m'appelle Nabil Bousselham, je suis un architecte de solutions chez Veracode et aujourd'hui, je voudrais bien vous présenter quelques résultats de notre analyse annuelle du statut de la cybersécurité. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore Veracode, nous sommes une solution ou bien un éditeur de logiciels dans le monde de la sécurité applicative. Nous fournissons une plateforme depuis plus de 16 ans pour permettre à tous nos clients à scanner, ce qu'on appelle scan, c'est un test du code de l'application, et de tester ces applications à partir de plusieurs perspectives. Nous sommes présents dans plusieurs parties du monde, alors dans les 5 continents au monde entier, et je vais vous montrer aussi à la fin de cette présentation un benchmark entre l'Europe avec les autres régions. Et cette possibilité de pouvoir avoir un cloud central nous permet aussi de fournir des benchmarks, de donner à nos clients des points de comparaison, des data points pour voir où ils sont par rapport à d'autres clients qui sont dans le même secteur de l'industrie. Alors, par exemple, quand on travaille avec une banque, on a eu des visibilités, par exemple, sur les failles les plus prévalentes, par exemple, dans le secteur banquier. Quels sont les langages les plus utilisés et quelles sont, bien sûr, aussi les failles les plus prévalentes. Le State of Software Security Report, c'est un rapport annuel. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui sont seulement des extraits de ce rapport. Le rapport complet, vous pouvez le télécharger directement ou bien le voir directement sur notre portail. Et la première observation qu'on a fait, c'est sur le code des applications développées. Alors, vous voyez, par exemple, commençons par l'année 2007 jusqu'à l'année 2022, on voit que nos clients, en moyen, ils mettent 17 applications aujourd'hui, chaque trimestre, sur la plateforme de Veracode. Là où on a constaté, par exemple, il y a 10 ans, qu'il y avait 5 applications en moyenne sur la plateforme. Alors, il y a déjà un nombre significatif des applications qui sont sous le scanner, qui sont scannées, et ça explique aussi la transformation digitale qu'on a observée. Je reviens sur ce point dans le prochain slide. Alors, on a fait aussi une analyse sur les langages de programmation, parce qu'une application peut être développée en plusieurs langages de programmation. Ça peut être aussi un microservice qui est développé dans un seul langage de programmation. On a vu, par exemple, dans l'année 2018, il y avait 20 applications qui avaient des langages mixtes. Alors, il y avait du JavaScript, il y avait du Java, ou bien un .NET avec du ASP, pardon. Et ces applications, aujourd'hui, on voit que moins de 5% des applications sont des applications mixtes. Alors, la majorité des applications sur la plateforme sont des applications qui sont programmées en utilisant un seul langage de programmation. Et c'est un indicateur fort aussi sur l'architecture qui est en cours au sein des organisations, surtout sur le développement des logiciels. Alors, il y a un shift du développement classique des applications monolithes qui sont JavaScript, Java, du backend par exemple en PHP, à des applications qui sont découpées en microservices. On voit des Spring Boot, des front-end en React, et c'est la nouvelle observation, et c'est cohérent aussi avec la recherche sur Google. Alors, la courbe que vous voyez ici, la courbe noire, ça décrit l'intérêt des chercheurs Internet sur le topic de microservices et tout ce qui est lié aux microservices.
Alors, il y a une très grande présence des microservices sur les architectures des applications aujourd'hui. La cadence du scan, c'est quelque chose qu'on a aussi observé. Est-ce que la majorité des audits se font manuellement? Est-ce qu'il y a pour des types de scans, par exemple, comme l'analyse statique ou bien l'analyse dynamique, une cadence bien définie, ou bien est-ce qu'il y a une accélération sur la cadence du scan? Et on voit que dans tous les types de scans, par exemple, le scan manuel, c'est un test d'intrusion manuelle. Alors, il y a un expert, par exemple, qui teste une application avant de la mettre en production. Le scan dynamique, c'est un test automatisé des tests d'intrusion. Le test statique, c'est le test du code custom, alors le code créé par les devs. Et le STA agent, c'est le scan des dépendances utilisées dans les applications. Alors, on voit que le mean time, ça veut dire le temps entre les scans, ça devient de plus en plus court. Ça veut dire qu'il y a une augmentation du cadence du scan. J'ai vu des clients qui scannent 5 minutes un microservice. Pour à chaque fois, il y a un changement du code. Le code passe par le scanner pour détecter s'il y en a des vulnérabilités, failer le build pour stopper le déploiement de ce microservice en production. Et ce sont des observations qui viennent de plus en plus présentes sur le marché. On s'est posé aussi la question, est-ce que la résolution des failles est liée au type de technologie de scan utilisée? Est-ce que, par exemple, si on fait une analyse statique seulement, on arrive à résoudre les failles plus rapidement que si on utilise 2 ou bien 3 technologies? Et c'est un benchmark de maturité. On a vu, par exemple, que les clients, par exemple, qui utilisent l'analyse dynamique et l'analyse statique, ils sont plus rapides dans la résolution. Parce que souvent, ce sont des clients qui ont ces technologies aussi dans les pipelines. Alors, il y a une visibilité continue sur le statut des applications au cours du cycle de fabrication. Et c'est la même observation qu'on a fait aussi avec le frequent scanning. Des clients qui scannent fréquemment, ils ont souvent aussi des intégrations avec des systèmes de gestion d'anomalies, des Jira, Azure DevOps Work Items ou bien GitLab Issues, GitHub Issues, et il arrive à récupérer en continu toutes les failles de sécurité qui apparaissent dans leur application. Alors, c'est un pattern de remédiation, d'encourager les clients, d'encourager les stakeholders dans les organisations, de tester fréquemment et d'intégrer la sécurité applicative dans le cycle de fabrication. Software Bill of Mistakes. J'ai un collègue marketing qui me dit qu'on n'a pas besoin de planifier un budget pour le marketing des problèmes dans les dépendances open source. Parce que dès qu'il y a un problème, c'est quelque chose qui est publié partout. Un exemple fameux, c'est Log4j par exemple, ou bien Spring4Shell qui ont impacté les applications Java. Il y avait aussi dans une dépendance UI parser en JavaScript un package fréquemment utilisé en NPM, aussi des vulnérabilités très, très critiques qui permettent d'attaquer l'application à travers une remote code execution. Alors, il y a de la part des développeurs, surtout en Java, quand on vient ici, et en Java, c'est extrême, et c'est aussi lié au modèle de développement Java. Java, c'est Object-Oriented Programming. Alors, la création d'une application, c'est plutôt une composition qu'une création de l'application à zéro à travers un code propriétaire. Alors, on voit que dans les environnements Java, par exemple, ou bien les applications Java, il y a des dépendances qui existent déjà sur le marché. Alors, ce que les développeurs font, ils font plutôt une composition, un Lego de l'application en créant un minimum du code, mais le reste, ce sont des dépendances qui sont utilisées partout. Mais il y a aussi un problème qu'on a observé, mais ça devient de plus en plus critique parce que les développeurs, ils ont aussi une attitude de set it and forget it. Alors, ils prennent un choix d'utiliser une dépendance, mais ils ne se posent pas la question sur la sécurité de cette dépendance après, parce que c'est fonctionnel. L'application, elle fonctionne. Pourquoi je devrais changer quelque chose qui a le risque de casser l'application? Alors, avec ce paradigme dans la programmation, surtout en Java, il faut bien sûr toujours avoir en continu une visibilité sur la sécurité des dépendances que vous avez dans le projet. On voit par exemple qu'en .NET, il y avait un spike sur la présence des dépendances open source dans les applications au .NET, et c'était lié au .NET 5,
qui a inclus le .NET Framework plus des dépendances. Alors, on a vu que ça représente une très grande partie d'une application .NET. Par contre, dans JavaScript et Python, il y a un changement, bien sûr, à base des nouvelles dépendances, des nouvelles librairies qui apparaissent sur le marché de ces langages de programmation. En termes de dépendances fréquemment utilisées, ce sont presque les mêmes. Dans les dernières 3 années, on a observé par exemple que dans Java, c'est encore Apache Commons, c'est Jackson Databind, Jackson Core. Dans JavaScript, il y a toujours un changement de place, ou bien souvent un changement de place de debugs et inherits. Mais dans le .NET, par exemple, ce sont les mêmes dépendances qui sont restées aussi dans les applications. Parce que c'est aussi une bonne pratique. Un développeur qui connaît déjà une dépendance, qui a travaillé avec ces dépendances, il va bien sûr l'utiliser dans la prochaine application sans avoir besoin de poser des questions sur la fonctionnalité parce qu'elle a été déjà intégrée dans le patrimoine applicatif. En termes de prévalence de graphes, et c'est un graphe qui est encourageant, on voit que dans les dernières années, il y a une diminution du nombre de failles trouvées dans les langages de programmation. Alors, il y a une augmentation de maturité du groupe. On voit par exemple chez nos clients des campagnes d'apprentissage, de secure coding, des tests, des simulations de tests qui se font par exemple à travers des campagnes pour entraîner les développeurs à ne même pas commettre des fautes de programmation et les mettre dans les applications. Alors, c'est un travail proactif, c'est le maximum shift left qu'on propose à nos clients. Alors, avant de tester une application ou trouver les failles, la meilleure façon, bien sûr, c'est d'entraîner les développeurs à ne pas commettre ces failles en premier lieu. En termes de failles de sécurité, c'est observé aussi si on analyse à base des standards comme OWASP Top 10, SANS 25 ou bien la sévérité des failles. On voit aussi une diminution de ces catégories de failles dans les applications scannées. Mais ça reste quand même à peu près 2/3 des applications contiennent aujourd'hui dans le premier scan une faille de type SANS 25 ou bien OWASP Top 10. Alors, il faut bien sûr faire attention et mettre en place des politiques de sécurité pour visualiser le risque dans les applications. Si on fait une projection, par exemple, sur l'Union européenne, sur les clients, nous travaillons avec des clients en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, dans plusieurs pays dans l'Union européenne. Et on a fait aussi des benchmarks par continent. Alors, est-ce qu'il y a, par exemple, une différence dans le nombre de failles détectées dans les applications? Quelles sont les sévérités de failles? Et on voit malheureusement qu'en Europe, ce n'est pas vraiment parmi les premiers. Quand on cherche, par exemple, au niveau des failles présentes dans les applications, on trouve souvent des failles, pas seulement dans les dépendances, mais aussi dans le fast party code. Là où il y a un bon travail, c'est sur la partie résolution. Alors, on voit que les groupes sont matures en termes de résolution de failles. Par contre, il y a un travail à faire en termes de sensibilisation de développeurs pour avoir un meilleur benchmark au niveau des failles détectées dans les applications. Sur les failles détectées, on a catégorisé aussi par langage de programmation quelles sont les failles les plus prévalentes. On trouve par exemple souvent dans les applications Java des carriage return line feed injection qui permettent aussi des manipulations du log. Information leakage, des failles qui sont liées à la cryptographie. Et dans l'analyse dynamique, c'est plutôt une analyse au niveau runtime. Alors, on trouve des failles, par exemple, qui sont liées à la configuration de serveur, à la communication entre le client et le serveur. Est-ce que, par exemple, il y a une bonne gestion des cookies? Est-ce que les cipher suites utilisées pour la crypto sont des cipher suites fortes? Et au niveau de SCA, ce sont plutôt information leakage and insufficient input validation. Bon, dans l'Union européenne, en termes de langage de programmation, pour rester sur cet aspect, la majorité des applications qu'on voit sur la plateforme, c'est en Java, .NET et JavaScript. Et ce n'est pas vraiment très différent de ce qu'on voit dans le reste du monde. Par exemple, en Europe, il y a plus de Java qu'ailleurs. Alors, on voit par exemple 48%, presque 49% des applications sont en Java. Par contre, dans le reste du monde, c'est 44% des applications sont en Java.
En .NET, c'est presque le même niveau d'adoption, et pour JavaScript, le même. Par contre, on voit au niveau de .NET et du JavaScript qu'il y a moins de failles de sécurité dans ces langages de programmation. Par contre, dans Java, il y a plus de problèmes de langage de programmation qui sont détectés dans les applications scannées ici dans l'Union européenne. En termes sur l'analyse dynamique, on trouve aussi qu'il y a un travail à faire, surtout sur les failles les plus prévalentes. En particulier, server configuration et insecure dependencies in information leakage. Ce sont des failles qu'on trouve dans l'analyse dynamique, et il y a un travail à faire de plus ici sur la sensibilisation des développeurs, parce que le benchmark ici, c'est en faveur des autres pays et pas ici en Europe. Revenons sur la résolution de failles. Alors, si un client trouve une faille de l'analyse statique, est-ce que la résolution sera plus rapide que dans une analyse dynamique? Alors, on a analysé le taux de remediation et on a trouvé, par exemple, que si une faille est trouvée dans une analyse dynamique, c'est une vulnérabilité que le scanner fournit aussi comme log ou bien pour analyser les résultats. Et on trouve que 50% des applications des failles sont résolues dans à peu près 143 jours. Par contre, la partie SaaS nécessite plus de temps pour arriver à 50% d'assainissement, et la partie SCA qui est souvent dure, par exemple dans les applications JavaScript, c'est pas facile de faire seulement un upgrade d'une version à une autre. Ça nécessite parfois un redesign du code du développeur pour faire marcher cette nouvelle dépendance. Et c'est un élément, bien sûr, qui joue un rôle et auquel il faut faire attention. Au moment où vous choisissez une dépendance, de vérifier que cette dépendance est sécurisée pour ne pas devoir la changer ultérieurement. Alors, les figures ou bien les graphes que je vous ai montrés aujourd'hui, ça contient beaucoup d'informations, ça nécessite aussi un peu d'analyse pour comprendre les benchmarks par rapport à votre secteur d'industrie. Nous vous invitons chaleureusement de passer nous voir sur le stand E32 pour échanger sur le sujet et aussi vous donner plus d'informations sur les méthodes de test des applications. Ce rapport, y compris l'extrait sur l'Union européenne, vous le trouverez sur veracode.com/State of Software Security Report. Bon, merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Donc, vous retrouvez Veracode sur le stand si vous avez besoin de plus d'informations et d'échanger.